Assis au dernier rang du Tech Summit, les mains jointes, j'observais ma femme, Arila Thorne, cofondatrice de Thorne Dynamics, sourire sous les projecteurs. Ma femme, mon code, l'œuvre de ma vie. Elle portait mon algorithme comme une robe de créateur et se pavanait devant un public dont elle estimait que je ne méritais pas la présence. Le système dont elle faisait la démonstration, c'était le mien, écrit sur des barres blanches, griffonné sur des serviettes, testé dans le silence de 3 heures du matin pendant son sommeil. Mais aujourd'hui, je n'étais pas là pour me battre pour la reconnaissance. J'étais là pour observer. Car il y a 6 mois, j'avais codé un protocole d'exécution silencieuse. Et à 15h17, il se déclencherait. Je suis venu ici pour le soutenir, assis sous ces applaudissements qui résonnaient dans tous les souvenirs de mes veillées solitaires. Chaque acclamation me rappelait mon invisibilité et la guerre silencieuse qui couvait sous les surfaces polies. Lorsque les lumières se sont tamisées, j'étais prêt pour la suite. Je n'avais aucune intention de la voir voler la vedette aujourd'hui, mais il me fallait prouver quelque chose. J'avais besoin qu'elle voie ce qui se passe quand les fondations s'effondrent, quand l'architecte reste invisible. La salle du sommet bourdonnait d'excitation, ordinateurs portables ouverts, appareils photo étincelants, cadres chuchotants. Je sentais presque l'impatience comme un courant d'air bourdonnant. Les gens ne savaient pas quel code ils avaient applaudi, mais moi, si. Je connaissais chaque fonction et chaque boucle, chaque branche logique contrôlant l'entraînement neuronal adaptatif, chaque sourine qui collectait des données et redirigeait les charges de calcul entre les serveurs mondiaux. À leurs yeux, Arila était une visionnaire. Au mien, elle était une bénéficiaire, profitant des rails que j'avais posés. Les lumières s'éteignirent tandis qu'elle s'avançait vers le centre de la scène. Lorsqu'elle parla, sa voix résonna dans des haut-parleurs cachés. Sûr, autoritaire, articulé. Merci à tous de votre présence, commença-t-elle en scrutant la salle du regard. Certains dans l'auditoire se penchaient en avant, suspendus à chacune de ses paroles. D'autres tapaient sur leur clavier, prêts à diffuser ses déclarations en temps réel. Je me suis déplacé sur mon siège, l'écoutant décrire les fonctionnalités que j'avais écrites, les attributs que j'avais conçus dans les heures de solitude qu'elle n'avait jamais vues. Elle décrivait les réductions de latence et les boucles de rétroaction auto-réparatrices comme s'il s'agissait de dons de son propre génie. Arila feuilletait les diapositives derrière elle. Des graphiques dansaient sur l'écran géant. Chaque graphique, chaque affirmation à puce provenait de fonctions que j'avais créées. Elle parlait d'élégance, de pipeline simplifié, de conception centrée sur l'utilisateur. Ce qu'elle omettait, c'était ma faillite, mon silence absolu et mes nuits inlassables passées à déboguer la ligne même qu'elle qualifiait désormais de génie collectif. Elle expliquait comment son système gérait un afflux massif de données, comment il réduisait la latence à des niveaux imperceptibles, comment il améliorait les résultats et les diagnostics cliniques. Elle brossait le tableau d'un progrès inéluctable tandis que moi. Je me sentais coincé dans l'ombre. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 15h10 plus que 7 minutes. 7 minutes avant que le protocole d'exécution silencieuse ne s'active au sein même du code qu'elle défendait. Je me suis souvenu comment je l'avais codé pour qu'il se déclenche précisément en présence de cette configuration. Un jeton utilisateur particulier correspondant à ses identifiants pour le sommet, une commande silencieuse enfouie dans un en-tête HTTP inutilisé, et l'horodatage précis correspondant à son moment de triomphe. Un contrôle total, sans aucune détection jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Arkit, mon fork privé, était déjà déployé et prêt. Mon téléphone vibrait dans ma poche. 10 SMS de Preston Val, le nouveau CTO qu'elle avait nommé après avoir révoqué mon accès. Il avait soif de collaboration, ignorant les forces en jeu. Je l'ai ignoré. Je n'avais aucune envie d'expliquer que le monde qu'il vantait était construit sur du code emprunté, sur une confiance empruntée. Le monde qui survivrait était Arkit, né des cendres de Thorne Dynamics. Au moment où ce protocole s'est déclenché, la lumière a illuminé la scène tandis qu'Arila dévoilait la dernière diapositive. Une 3D. Animation de réseaux neuronaux convergents dans une floraison fractale, irradiant des pédales fractales de code qui palpitaient de promesses. Les applaudissements montaient comme un raz-de-marée. Les ingénieurs au fond prenaient des photos. Les investisseurs en capital risque griffonnaient furieusement des notes. Une journaliste tech se déplaçait pour enregistrer chacun de ses gestes. Elle marqua une pause pour savourer, son large sourire triomphant. La salle entière rayonnait de son succès. Mon esprit brûlait silencieusement. 15h16, 1 minute. Mon cœur battait à un rythme saccadé. Chaque respiration avait un goût d'anticipation.
J'ai senti les poils de mes bras se dresser. Je revivais chaque instant qui m'avait conduit ici. Les vœux de mariage échangés dans le sous-sol d'une église. Le sentiment de partenariat qui s'est transformé en appropriation. Le ressentiment inexprimé lorsqu'elle a stigmatisé notre travail, sa vision, les nuits blanches passées à refactoriser et réécrire la documentation. Elle a apposé son nom. Je me suis senti calme. J'ai ressenti une certitude. J'ai ressenti une satisfaction teintée de tristesse. Arila a pris une télécommande dans sa main. Elle ne savait pas qu'en appuyant sur ce bouton, elle actionnait également l'interrupteur de mon code. Je me penchai en avant, me préparant. Mes doigts brûlaient d'envie de détacher le dernier fragment de corde qui me reliait à son triomphe pour détacher l'échafaudage sous elle. Elle prononça une dernière phrase d'accroche sur la discipline et l'exécution, puis appuya sur le bouton. Les lumières changèrent. Le toboggan disparut. Les lumières de la salle du sommet s'intensifièrent. Le public applaudit à nouveau. Puis 15h17 se tut dans mon esprit. Il était temps. J'appuyai sur la séquence sur mon téléphone. Un code critique qui envoya un signal au serveur d'Elion Lab, exécuta le protocole et actionna tous les dispositifs de sécurité qui bloqueraient l'accès à ces ingénieurs, rétablirait les chemins de données vers mon référentiel archivé et rendrait Thorn Dynamics système inerte. J'exhalai une longue et lente inspiration. Mes mains se desserrèrent, le poids sur ma poitrine se soulagea. Je ne regardais pas la silhouette rayonnante d'Arila sur scène. Je n'en avais pas besoin. À cet instant, le monde bascula et je pris place, non pas juste dans cette salle, mais à la tête d'une nouvelle table. Les applaudissements du public s'estompèrent tandis que la confusion se propageait sur les écrans géants derrière elle. Ils verraient des lignes de code se figer, des systèmes se déconnecter, des diagnostics, des pannes de graphiques en cascade. Ils sauraient sans mots quel code a finalement prévalu. Tout n'a pas commencé par une dispute. Ça n'arrive jamais. Tout a commencé par un changement, subtil, de ce qu'on ne perçoit que lorsqu'on cesse d'idolâtrer le silence et qu'on commence à l'écouter. Au début, ce n'était qu'une petite hésitation quand on demandait comment Thorn Dynamics avait commencé. Arila disait, nous avons commencé dans un garage. Nous avons codé jusqu'au lever du soleil. Nous avons pris un risque, mais ensuite nous sommes devenus moi. J'avais une vision. Je me suis battu pour elle. Je me souviens de la première fois où elle a complètement omis mon nom. C'était lors d'un dîner de présentation informel avec des investisseurs en phase de démarrage. Elle sirotait du vin rouge, tout en parcourant ses diapositives, tandis que j'étais assis à côté d'elle, hochant la tête d'un air encourageant comme un accessoire. Et j'ai élaboré ce modèle après avoir examiné les lacunes des diagnostics automatisés. Je savais qu'il nous fallait une adaptabilité en temps réel. Alors, un soir, j'ai esquissé les voies neuronales au cours d'un dîner, dit-elle d'une voix calme et naturelle. Ma main s'est figée à mi-chemin entre mon verre et le dîner. Un soir, un dîner. Je m'en souvenais parce que c'était moi qui dessinais. Elle dormait, la bouche ouverte, recroquevillée sur le canapé sous une couverture en laine, tandis que je faisais les 100 pas et griffonnais. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai laissé couler. Je me suis dit que c'était la nervosité, un lapsus, mais cela s'est reproduit lors d'un autre événement, puis dans un podcast. Au troisième pitch aux investisseurs, je n'étais pas seulement invisible, j'étais inutile, jetable. À la maison, elle est devenue plus acerbe, plus froide. Elle a critiqué mes vêtements, ma routine, et même ma prestance. Tu n'as jamais l'air d'un PDG, m'a-t-elle dit un jour en me marchant sur les pieds devant la porte d'entrée. Tu n'as pas le chic, Marcus. Tu as l'air d'un amateur. Je n'essaie d'impressionner personne, avais-je murmuré. C'est ça le problème, rétorqua-t-elle sans même se retourner. Il y avait un dîner, un de ces événements de réseautage dans une maison de ville avec vue sur la rivière. Je ne voulais même pas y aller, mais elle a insisté. Elle a dit que ce serait bon pour l'image. Alors, j'ai enfilé le blazer qu'elle aimait et j'ai joué le rôle. J'ai serré des mains, souri quand on me l'a demandé, ri poliment, et puis, devant un feu de cheminée crépitant et un parterre de capital risqueur, elle l'a dit. Marcus? Oh, c'est le lycéen qui a abandonné ses études et qui a un projet passionnant, dit-elle en riant. Il ne sait pas diriger une entreprise, mais il est excellent pour faire du café. Tout le monde a ri. Moi non. Elle m'a regardé, a vu mon expression, et son sourire affaiblit un instant. Puis, elle s'est retournée vers le groupe comme si je n'étais même pas là. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil.
Je suis descendu au sous-sol et me suis assis avec le serveur que j'avais construit de mes mains nues. J'ai passé mes doigts sur son boîtier comme si c'était un enfant qu'elle ne reconnaissait plus. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé les lignes de code que j'avais écrites. L'architecture était toujours là, toujours solide, toujours à moi. C'est ce soir-là que j'ai commencé à planifier. Elle a commencé à me pousser plus agressivement vers la sortie après ça. D'abord, il s'agissait du contrôle des réunions du conseil d'administration. Ensuite, des finances, elle a dit qu'elle restructurait les rôles pour s'aligner sur la croissance de la vision. Mon accès a été révoqué sans préavis. Mesure de sécurité, a-t-elle dit. Nouveau protocole pour le CTO. Nouveau CTO. C'est là que Preston Val est entré en scène. Fraîchement diplômé de Stanford, costume élégant, mâchoire plus prononcée. Il avait le charisme que les investisseurs appréciaient et la patience d'un vautour. Harila le qualifiait d'atout pour l'avenir. Elle le présenta comme notre nouveau visionnaire technologique. Je savais exactement ce qui se passait. Preston a commencé à tenir des réunions sans moi. Les décisions clés concernant les produits se prenaient à huis clos. Mon siège au conseil d'administration a été réattribué. Je l'ai confronté une seule fois, dans notre cuisine. « Tu me prends pour un idiot ?» ai-je demandé d'une voix basse. Elle n'a pas bronché. « Non, Marcus. Je pense que tu es dépassé. » C'était plus douloureux que n'importe quelle trahison. J'ai construit le cœur, ai-je dit. Tu sais que tu as aidé, mais je l'ai amené là où il fallait. Tu as réécrit quelques modules d'interface utilisateur et réservé des conférences. Tu n'as rien construit de zéro. Elle a posé son verre de vin plus fort que nécessaire. Tu ne comprends pas l'échelle. Tu ne l'as jamais comprise. Tu construis des choses comme un mécanicien. Je construis des entreprises. Et c'était ça, la ligne à suivre. Ce soir-là, je suis descendu au restaurant d'Owen et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis assis dans la banquette du fond. C'était le même que celui avec lequel je codais à nos débuts. J'avais encore des sauvegardes du code source original, l'architecture intacte. Et c'est là que j'ai commencé à concevoir le commutateur. Je ne voulais pas me venger. Pas au début. Je voulais juste quelque chose de propre, d'indéniable. J'ai créé Helion Lab comme une société écran. Silencieuse, indétectable. J'ai commencé à breveter des composants de l'architecture en parallèle sous mon nom. Des morceaux qui, une fois réassemblés correctement, formaient le cœur battant de ce qu'elle présentait comme son innovation. J'ai attendu. J'ai observé. J'ai dressé une liste. Chaque article de presse qui m'omettait. Chaque citation où elle revendiquait la propriété de choses que j'avais créées. Chaque instant où elle occupait le devant de la scène pendant que je prenais place. J'ai transformé la douleur en logique. La rage en algorithme. J'ai écrit le code fatal, non par dépit, mais par clarté. Je l'ai écrit pour retrouver la vérité. Elle ne savait pas. Elle ne m'a jamais demandé sur quoi je travaillais. Elle pensait que je boudais. Elle pensait m'avoir brisé, mais je construisais quelque chose de mieux. Et Preston, c'était lui. Le genre de type qui se vantait sur LinkedIn et utilisait abusivement des termes techniques lors des entretiens. Je l'ai vu expliquer le système aux investisseurs en utilisant des mots à la mode qu'ils ne comprenaient visiblement pas. Je savais que ça le rattraperait. La vérité était simple. Harila a bâti son empire sur mes fondations. Et j'étais la fondation. Je n'étais pas inutile. J'étais juste silencieux. Et maintenant, j'avais construit quelque chose d'autre. Quelque chose qui parlerait pour moi. Un interrupteur. Un interrupteur qui changerait tout. Elle n'a jamais remarqué les lignes que j'avais laissées enfouies au cœur. Ni bug, ni porte dérobée, juste des fils invisibles. Des fragments profondément ancrés dans l'architecture. Assez subtils pour passer l'examen par les pairs. Assez silencieux pour échapper aux audits de code les plus pointus. Ce n'était pas du sabotage. C'était une assurance. Mon empreinte digitale encodée dans la logique, un murmure dans chaque fonction. Je n'avais pas l'intention de détruire Torn Dynamics. J'avais l'intention de le reconquérir à ma façon. Au moment où Harila faisait défiler notre technologie à travers le monde, j'avais déjà commencé à construire la vraie version en secret. J'ai loué une arrière-salle chez ONS. Dîner. Des banquettes à carreaux kitsch, un sol en linoleum écaillé,
une odeur de pain grillé brûlé et de café trop infusé. Cet endroit est devenu mon sanctuaire. Je commandais le même café noir tous les jours, je ne touchais jamais aux œufs et je me connectais toujours avec cette intensité qui fait que les gens arrêtent de poser des questions. Les serveuses pensaient que j'étais juste un autre tech bro raté qui pensait ses plaies. Laissons-les faire. J'avais besoin de calme. J'ai bifurqué la base de code le lendemain de l'annonce de sa levée de fonds de série C. Elle a posté une photo au champagne sur LinkedIn, avec comme légende, d'un garage à Global. On ne fait que commencer. Elle ne m'a pas tagué. Elle ne l'a jamais fait. J'étais assise là, téléphone à la main, lisant ces mots avec une étrange torpeur. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé ligne par ligne. J'ai dépouillé l'ancienne structure, réécrit des modules, optimisé ce qu'ils ignoraient être gonflés. J'ai repensé le moteur logique adaptatif et lui ai donné un nouveau nom, Arkit. Ce n'était pas une copie. C'était une évolution. Pendant qu'elle créait des gros titres aux arguments à moitié compris et des maquettes d'interface utilisateurs surfaites, j'ai écrit un code qui pensait, guérissait et évoluait. Je lui ai appris à analyser les anomalies et à réécrire ses propres modèles internes. Je lui ai donné de la flexibilité et de la fougue. Je lui ai donné ce qu'il n'a jamais pu donner d'âme. Chaque matin à 6 heures, j'entrais au restaurant avec un sac à dos rempli de vieilles notes, de serviettes tachées de café, de pages de journal déchirées, de reçus ornés de schémas d'architecture. Je m'asseyais dans cette banquette et perdais des heures. Un jour, j'ai levé les yeux et réalisé que le soleil s'était couché sans que je m'en aperçoive. Mon café était froid, la même tasse que 7 heures plus tôt. J'avais mal au dos, mais mon esprit vibrait d'une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant ce temps, Thorn Dynamics avançait plus vite, plus fort. Arila est passée de fondatrice à icône. Son visage ornait la couverture de TechLean We Read, et même une édition Forbes des 30 moins de 30 ans. L'article se lisait comme une lettre d'amour à son ambition. Aucune mention des tours de Hon. Aucune mention de moi. Elle portait mon silence comme une armure, persuadée que j'étais trop faible, trop petit ou trop insignifiant pour riposter. Mais chaque fois qu'elle faisait une démonstration de son système, chaque fois qu'elle souriait à la caméra ou parlait de sa vision de l'automatisation intelligente, je souriais aussi, car je savais ce qu'elle ignorait. Je savais que le code qu'elle utilisait était incomplet. Je l'avais progressivement vidé de sa substance au fil des ans, remplaçant les modules clés par des appels dépendants à des bibliothèques que j'avais brevetées, remplaçant les processus publics par des dépendances obscurcies que seul mon système pouvait satisfaire. Il fonctionnait toujours, bien sûr. Il avait l'air brillant, mais ce n'était qu'une ombre, un fantôme. Elle dirigeait un spectacle de marionnettes alimenté par du code fantôme. J'avais enregistré YonLab dans le Delaware sous un nom différent, utilisé un fiduciaire, réparti la propriété par le biais de dépôts d'entreprises et de participations fictives. J'ai travaillé avec un conseil en brevet qui ne posait pas trop de questions, mais qui comprenait la mission. Verrouiller. Rendre le code inviolable. J'ai déposé des brevets provisoires sous des noms de fonctions obscures et des méthodes abstraites. Je n'avais pas besoin de la surpasser. Je devais lui survivre. Je n'ai pris aucun investisseur. Je n'avais pas de conseil d'administration. Arkit m'appartenait entièrement. Et il fonctionnait. Les simulations étaient impeccables. Les benchmarks de performance dépassaient les standards du secteur. Alors que le système d'Arila s'étouffait avec des cas limites, le mien s'adaptait. Lorsque sa plateforme a nécessité des correctifs d'indisponibilité, la mienne a réécrit ses propres arbres logiques. Ils ont eu des communiqués de presse. J'ai progressé. Il y avait quelque chose de magnifique dans ce silence. Pas de bruit, pas de presse, juste moi et le bourdonnement de mon code. J'ai effectué des tests sur des données réelles anonymisées, des pipelines logistiques, des diagnostics médicaux, la détection des fraudes. Arkit ne s'est pas contenté d'égaliser les résultats, il les a améliorés. Chaque passage a rendu le système plus performant. Il se souvenait de ses échecs. Il a appris. Un après-midi, j'ai reçu un appel d'un ancien mentor, le docteur Rochant, mon professeur de comp C, de mon bref passage au collège communautaire avant d'abandonner. Marcus, m'a-t-il dit d'une voix chaleureuse, emplie d'une curiosité prudente. J'ai suivi l'ascension d'Arila. Ça va? J'ai hésité. Je travaille sur quelque chose. J'ai toujours pensé que ton code était trop. C'était élégant d'être la note de bas de page de quelqu'un d'autre. Ça m'est resté.
Arila ne demandait jamais où j'allais pendant la journée. Elle s'en fichait. Si elle l'avait fait, elle aurait peut-être remarqué que l'appartement était vide chaque matin et que je rentrais tard, sentant le café brûlé et le tonneur d'imprimante. Elle aurait peut-être remarqué mon changement de posture, le calme tranquille que je portais comme une armure, mais elle n'a jamais rien demandé. Elle était trop occupée à bâtir des châteaux avec des briques empruntées. J'ai construit Arclight en silence. Pas d'applaudissements, pas d'étapes, pas de levée de fonds. Mais chaque fois que son système chancelait ou que les investisseurs demandaient une démo, je resserrais mon emprise. Je surveillais les rapports d'erreur dans les journaux systèmes de Thorn Dynamics. Des fuites auxquelles j'avais accès grâce à des privilèges d'administrateur dormant qu'elle avait oublié de révoquer. J'ai vu leur équipe de développement se débattre avec des bugs soudains qu'ils ne pouvaient pas localiser. Des blocages d'interfaces utilisateurs qui n'avaient aucun sens logique. J'ai vu Preston Val ne rien résoudre sans faire appel à des consultants externes. L'ombre grandissait et le moment était venu. Le coupe-circuit était prêt. Non pas pour détruire, mais pour reconquérir. Le système d'Arila se déclencherait lorsque le système tenterait un type très spécifique de connexion de données, utilisé uniquement lors de démonstrations publiques comme des keynotes ou des conférences. Ce déclencheur modifierait l'architecture, exposant ses dépendances cachées, bloquant l'accès et brisant l'illusion d'autonomie. Tout ce qu'elle pensait posséder s'effondrerait comme du papier. Le véritable système, Arkit, serait là pour prendre la relève, non pas simplement en remplacement, mais en héritier légitime. Arila a dit un jour à un journaliste, « J'ai construit un système qui redéfinit le possible. » Elle avait tort. Elle portait un masque fait de mon travail, et les masques ne durent pas éternellement. Bientôt, le monde verrait son visage caché. On l'appelait l'impératrice de l'IA. C'était risible si ce n'était pas si douloureux. Wired a publié un article intitulé « La femme qui a appris aux machines à penser », avec le visage d'Arila en couverture, tout en pommette et en assurance, les bras croisés sur un fond blanc comme si elle avait programmé le Big Bang elle-même. Teclin a réalisé un profil vidéo qui s'ouvrait sur des plans au ralenti d'elle marchant dans le hall de Thorn Dynamics, les talons hauts. Son regard était fixé droit devant, tandis que les employés se levaient et applaudissaient comme si elle était de passage. Chaque extrait de cette vidéo était le même genre de branding soigné que je l'avais aidé à répéter dans notre salon, à l'époque où nous étions nous. Et puis il y avait Bloomforge, une plateforme autrefois trop obscure pour avoir de l'importance jusqu'à ce qu'elle lance une série de podcasts en plusieurs parties sur les visionnaires de la prochaine ère numérique. Arila était l'épisode 1. Elle parlait d'ambition, de dynamisme, du courage de croire en l'impossible. Pas une seule fois elle ne mentionnait qui avait réellement construit les fondations sur lesquelles elle se tenait. Chaque fois que je voyais son visage placardé sur un nouvel article ou une vignette vidéo, je sentais le cocktail familier de fierté, de colère et de détachement tourbillonner dans mes entrailles. Je ne la détestais pas. Pas vraiment. Je détestais la version d'elle qui s'élevait comme de la fumée de quelque chose que j'aimais et en laquelle je croyais autrefois. Je détestais la version qui me regardait fixement sur les couvertures de magazines et les bobines de présentation d'investisseurs, soignée et soignée pour ressembler à une déesse. Elle n'était pas stupide, cependant. Arila avait toujours su jouer avec une salle. Elle pouvait suivre un briefing technique et le faire passer pour une conférence TED. Elle ne codait plus. Je ne pense même pas qu'elle puisse refactoriser un module sans aide. Mais elle avait quelque chose que la plupart des codeurs n'ont pas, du sang-froid. Elle faisait croire les gens. Et la croyance, j'ai appris, est souvent plus profitable que la vérité. J'ai assisté au gala annuel de Thorn Dynamics, car j'avais besoin de voir le spectacle dans son intégralité, l'apogée de l'Empire. Les personnes dont elle s'entourait portaient désormais des noms comme Lachlan et Cressida, et ils parlaient de synergie, de croissance et d'écosystème de marque. La salle de bal était drapée de bleu profond et d'or, les couleurs de la dernière mise à jour de l'interface de son entreprise. Les serveurs circulaient avec des flûtes à champagne en équilibre sur des plateaux tels des arbres de verre. Des musiciens jouaient une version live d'une chanson du week-end, et tout le monde faisait comme si c'était normal. Je me tenais près du mur du fond, invisible dans une veste anthracite cintrée que je n'avais pas portée depuis 3 ans. Personne ne me reconnaissait. Quelques-uns jetaient un coup d'œil dans ma direction, pensant probablement que j'étais l'assistant de quelqu'un ou un vendeur égaré. Ça me va. Ce soir-là, il ne s'agissait pas d'être vu. Il s'agissait de la regarder, la reine sur son trône, savourer l'empire qu'elle avait bâti au sommet d'un échafaudage de mes nuits blanches et de mes sacrifices silencieux. Elle monta sur scène peu après 20 heures. La foule se tut.
Les projecteurs la braquèrent d'une manière telle que les cristaux de ses boucles d'oreilles scintillèrent comme de minuscules étoiles. Elle leva son verre et prononça le genre de discours qu'on revoyait en boucle pendant des mois. Tout ce que j'ai construit, dit-elle, marquant une pause, avec cette respiration délibérée qui incitait les gens à se pencher. Commencer par un rêve et terminer par la discipline. Certains rêvent, moi, je l'exécute. Cette dernière phrase, je l'avais écrite. Elle l'a répétée devant le miroir de notre salle de bain. Elle la murmurait en se brossant les dents, ajustant la cadence. « Tu crois que ça va, Marcus ?» demanda-t-elle un jour. Et j'avais hoché la tête parce que ça allait. Vraiment. Maintenant, elle l'utilisait sans broncher. Sans note de bas de page, comme si elle avait toujours été la sienne. La salle a éclaté en applaudissements. Quelqu'un a crié à Harila, et des dizaines de verres ont été levés dans l'évier. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas levé mon verre. Je suis resté là, à regarder. Elle a attiré mon regard un bref instant. Je ne l'avais pas prévu, mais elle, si. Son regard a traversé la foule et s'est posé sur moi. Et elle a souri. Ce n'était pas cruel. Ce n'était pas moqueur. C'était pire. C'était désinvolte. Comme si j'étais une relique d'une version d'elle-même qu'elle avait dépassée. Comme si j'étais le souvenir d'une version bêta de sa vie. J'ai hoché la tête une fois, non par respect, mais par reconnaissance. Ce soir-là, je n'ai pas bu. Je n'ai pas réseauté. Je suis parti avant le dessert et j'ai marché jusqu'à mon appartement. Même si c'était une marche de 20 minutes et que mes chaussures n'étaient pas faites pour la distance, l'air était frais et vif. Cela m'a apaisé les idées. C'était le jour de l'exécution, sans compter le jour de l'exécution. 7 jours avant que tout ce qu'elle croyait intouchable ne lui soit arraché. 7 jours avant que chaque investisseur, chaque journaliste, chaque codeur ayant cru à cette illusion ne découvre la vérité, ancrée dans les journaux d'erreurs, dans l'historique des versions, dans l'effondrement soudain d'un système qu'il n'avait jamais compris. Car on peut construire un château de marbre et de verre, mais si on le pose sur le plan de quelqu'un d'autre et qu'on oublie de vérifier les fondations, une seule petite fracture suffit à tout faire s'écrouler. Le commutateur était prêt. Les dépendances étaient toutes alignées. Le protocole s'exécuterait silencieusement, invisiblement. Pas de gros titres, pas d'explosion, juste un lent et gracieux dénouement de son illusion. Et quand cela se produirait, je n'aurais même pas besoin de dire un mot. Elle le saurait. La guerre a commencé autour d'un café. J'étais assis en face de Margot Severne, la directrice technique de Daxon System, dans un petit café industriel près de la 7e rue et de Bramble, le genre d'endroit où l'expresso était amer et les réunions réelles. Elle n'était pas facile à impressionner. Ses yeux ne trahissaient rien. Ses doigts. Elle était posée calmement sur un carnet noir. Elle avait vu les pitchs, le logiciel fantôme, les idées recyclées habillées de nouveaux mots à la mode. Quand j'ai présenté Arclight, elle s'est reculée, sceptique mais curieuse. « C'est ton dernier jouet ?» a-t-elle demandé d'une voix tranchante comme un scalpel. Non, j'ai dit que c'était du vrai et que ça marche. Nous ne nous sommes pas rencontrés dans une salle de conférence, ni autour de présentations soignées et de points de discussion. Je n'ai pas présenté un pitch tape à accent grave-l'œil. J'ai proposé du code en direct, adaptatif et autonome. J'ai retourné mon ordinateur portable et laissé Arkit s'exécuter. Tout a commencé avec un ensemble de données simulées extraites de réseaux logistiques mondiaux. À mesure que les nœuds se déplaçaient et que des goulots d'étranglement apparaissaient, Arkit les restructurait en temps réel, optimisant le flux avant que le problème ne devienne une crise. Margot a haussé un sourcil. Ce n'est pas le système Thorne. Non, j'ai dit que c'était ce qui l'avait précédé et ce qui l'avait suivi. Elle n'a rien dit au début, se contentant d'observer le système s'adapter, rationalisant les entrées, réécrivant les arbres de décision, identifiant redondances et prédictions des pannes avant qu'elles ne surviennent. Vous avez construit ça. Une fois. Vous avez laissé quelqu'un s'enfuir avec une version fantôme. Alors, je l'ai refait. Mieux. Cette fois, je n'ai pas partagé les clés. Elle a tapoté son code peint contre le carnet. On dirait qu'il exécute des cycles de correctifs autonomes sans invites externes. C'est le cas. Et quel est le framework backend? Un réseau propriétaire que j'ai licencié sous licence Elion Lab. Cela a attiré son attention. Sa tête s'est inclinée et j'ai vu ses pensées se réorganiser. Elle avait entendu parler de Ion Lab, seulement des murmures,
des mentions enfouies dans des registres de brevets et des tests en bac à sable. Je m'en étais assuré. Juste assez de bruit pour piquer l'intérêt, pas assez pour déclencher l'alarme. Vous avez dit que la version de Thorn était la version fantôme, a-t-elle dit. Expliquez-moi. Alors je le lui ai dit. Je lui ai expliqué la genèse du code original, le système central construit dans un minuscule garage avec un matelas pneumatique en guise de lit et une imprimante qui n'a jamais fonctionné. Je lui ai raconté comment Arila l'avait aidé au début, comment c'était collaboratif au début, puis ensuite. Venait la lampe poussée, la réécriture de l'histoire, la suppression des crédits et la gomme souriante. J'ai expliqué comment Thorn Dynamics fonctionnait désormais sur une version du code que j'avais conçu, mais que je n'autorisais plus. Et comment je les ai laissés faire? Vous les avez laissés voler? Je les ai laissés construire avec, ai-je dit. Parce que j'avais déjà commencé à construire autre chose. Elle s'est assise, silencieuse. Ni dédaigneuse, ni incrédule, juste calculatrice. Margot n'était pas quelqu'un qu'on conquiert par la pitié ou la poésie. Elle avait besoin de preuves. Alors, je lui ai donné le login de la démo. Je l'ai laissé jouer. Je l'ai laissé balancer à Arkit les ensembles de données les plus désordonnés et anthropiques que ces gens avaient été incapables de démêler depuis des mois. Et tout a fonctionné à la perfection. Le café refroidi, Margot a levé les yeux et a dit, « Que voulez-vous » ? Une licence exclusive, ai-je répondu. Vous dirigez Arkit. Vous payez les droits. Et quand Thorn Dynamics brûle, vous héritez de l'espace qu'ils laissent derrière eux. Elle n'a pas demandé de réduction. Elle n'a pas marchandé. Elle a juste hoché la tête. Par à 16 heures, les papiers étaient signés. À 18 heures, Allion Lab avait son premier partenaire commercial majeur. Ce soir-là, j'ai lancé la première salve de ma guerre. Une lettre de mise en demeure rédigée par mon avocat a été remise directement à Thorn Dynamics. Elle soulignait une violation manifeste de propriété intellectuelle, fondée sur des similitudes architecturales et l'utilisation sans licence de composants brevetés essentiels. Des horodatages, des comparaisons de code et une liste complète de chaque ligne supprimée ou restructurée sans attribution étaient joints. La lettre n'a pas été adressée directement à Arila. Elle a été envoyée à son service juridique, à son conseil d'administration et à la presse. Je l'imaginais la lire, probablement devant un verre de Sarah dans son appartement de Skyrise. Mâchoire serrée, je scrutais la moindre faiblesse. Elle aurait d'abord cru à un bluff, à moi, ce décrocheur incompétent, en train de piquer une crise. Mais ce n'était pas une crise. C'était une exécution. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de réclamer justice. Il me suffisait de suivre la structure. Elle m'a aidé à trouver, construire le système, peaufiner le récit, contrôler les points d'accès. Je n'étais plus sur scène. Je tirais le rideau. Ses avocats s'en rendraient compte bien assez tôt. Le code qu'elle utilisait, celui qui faisait fonctionner la matrice neuronale de ces systèmes, était protégé. Le protocole kill switch intégré au serveur de production de Thorn ne s'était même pas encore déclenché. C'était le prélude juridique, un avertissement, un signal pour ces investisseurs que quelque chose sous la surface commençait à bouger. Le lendemain matin, j'avais 14 appels manqués de sa part. Je n'ai répondu à aucun. Je les ai laissés s'empiler comme des messages vocaux d'une version d'elle-même qui n'existait plus. Ces messages étaient courts, incisifs, exigeants. Le dernier disait simplement, il faut qu'on parle. J'ai répondu avec un lien, sans un mot, juste la démo d'Arkit. C'est à ce moment-là que j'ai gagné la première bataille. Ni avec du code, ni avec des contrats, mais avec le silence. J'ai laissé le produit parler. Je l'ai laissé réaliser seul dans une salle de réunion, entouré de cadres qui ne l'avaient jamais interrogé auparavant, qu'elle n'avait aucune idée de comment. Ce qu'elle prétendait construire fonctionnait vraiment. Preston Val a envoyé un email le lendemain. L'objet était inexact. Je ne l'ai pas ouvert. Pas besoin. Je savais déjà ce qu'il dirait. Une question de collaboration, de rapprochement, de partage. C'est ce qu'ils font quand le récit s'échappe. Quand la lumière change, quand la reine réalise que le trône a été construit sur des briques empruntées, mais je ne m'intéressais plus aux tables. Je m'intéressais au feu et l'allumette était déjà allumée. 3 jours plus tard, le titre a fait l'effet d'une démolition contrôlée. Un procès en propriété intellectuelle, génie ou escroc, ébranle la dynamique des épines. Les mots ont clignoté sur l'écran de mon téléphone alors que je faisais la queue pour un café.
Même banquette. Même torréfaction amère chez ONS Dîner. Mais tout le reste avait changé. Le monde me rattrapait. Finalement, j'ai remué mon verre distraitement, non pas parce qu'il fallait le remuer, mais parce que mes mains avaient besoin d'être occupées. C'était là. Mon nom n'était pas dans le titre, mais j'étais entre chaque ligne. L'article a tout mis en évidence. Un ancien cofondateur de Thorn Dynamics, anonyme mais indéniablement moi, avait intenté une vaste action en justice pour violation de propriété intellectuelle contre Elion Lab. Les allégations, utilisation non autorisée de code breveté, violation de contrat de licence implicite, exploitation de structures architecturales propriétaires. Le journaliste oscillait entre faits et intrigues, comme le font toujours les médias technologiques lorsqu'un géant menace de tomber. Harila m'a appelé 14 fois. Elle n'a pas laissé un seul message vocal. Je la connaissais suffisamment pour comprendre ce que signifiait ce silence. Elle ne voulait pas laisser de traces. Elle ne voulait pas être citée. Elle voulait contrôler la conversation, comme toujours. Mais cette fois, je ne répondais pas. Elle m'avait laissé à l'écart de l'histoire pendant des années. Il était normal qu'elle ait assisté au déroulement de la mienne depuis le public. À midi, Thorn Dynamics a publié un communiqué de presse contenant des paragraphes d'indignation soigneusement gérés. Nous pensons que cette action en justice est sans fondement. Thorn Dynamics a toujours agi avec intégrité. Ces accusations sont un acte de représailles désespéré de la part d'un ancien associé. Ancien associé, ni cofondateur, ni architecte, ni associé, juste un homme amer en souhait à capuche jetant des pierres sur la maison de verre qu'il avait contribué à construire. Et pourtant, les fissures avaient déjà commencé. Leur équipe de développement fut la première à le remarquer. Des lignes de code qui avaient toujours fonctionné sans problème provoquaient désormais des erreurs. Les systèmes internes ralentissaient considérablement. Leur tableau de bord de surveillance signalait des problèmes en cascade dans la distribution des threads neuronaux et la réactivité des API. Ils cherchaient des correctifs, tentaient d'annuler les mises à jour. Rien ne tenait, car le code qu'ils utilisaient était expiré, sans licence, légalement mien. Les threads fantômes que j'avais intégrés. Ces dépendances invisibles qu'elle n'avait jamais remarquées. Elles se défaisaient maintenant. Le coupe-circuit n'était même pas encore activé. Ce n'étaient que les conditions préalables. L'équivalent d'une sirène lointaine avant même l'arrivée du camion de pompiers. Le soir venu, des captures d'écran ont commencé à fuiter en ligne. Message Slack interne, demande désespérée de validation, développeur demandant qui avait écrit quoi, quand et où la documentation était partie. Preston Val, son Golden Boy CTO, m'a envoyé un email directement. Objet, parlons des termes. Il voulait négocier, collaborer, tout pour arrêter l'hémorragie. Je n'ai pas répondu par des mots. Je lui ai envoyé un lien. Il menait à une page de démonstration d'Arkit. Propre, rapide, pleinement opérationnel. Le slogan disait, que se passe-t-il quand l'architecte ne part jamais? Il n'a pas répondu. Plus tard dans la soirée, Harila a tenu une conférence de presse. Elle portait le même blazer bleu marine qu'au sommet des futurs intelligents, une couleur puissante qui, selon elle, imposait le respect sans le supplier. Mais cette fois, ses épaules étaient plus tendues, son sourire forcé, les flashs allumés. Les journalistes se pressaient sur les marches du campus de Thorn Dynamics. Les allégations de Alion Lab sont infondées. Elle a déclaré, c'est la colère désespérée d'un ex-mari. Un coup monté par quelqu'un qui n'a pas cru en la vision et qui maintenant regrette son succès. Nous défendrons notre entreprise avec vigueur. Assise sur mon canapé, j'ai observé la scène en temps réel. Pas de popcorn, pas de jubilation, juste le silence constant de quelqu'un qui savait que ce moment était venu depuis le début. Ces paroles ne m'étaient pas destinées. Elles étaient destinées à ses investisseurs, à son conseil d'administration, à son image de force soignée. Mais même à travers l'écran, je l'ai vu. Le tremblement, le changement dans ses yeux quand quelqu'un lui a crié, « Pouvez-vous expliquer les divergences du code source ?» Elle a dévié, et passé à autre chose, car elle n'en était pas capable. En vérité, elle n'avait jamais su comment cela fonctionnait. Elle ne pouvait pas défendre l'architecture, car elle n'était pas la sienne. Elle maîtrisait parfaitement les surfaces, les diapositives, les extraits sonores, les symposiums, mais pas la substance. Et maintenant, c'était la substance qui comptait. Le lendemain matin, le portail client de Thorn Dynamics est tombé en panne. 3 grands réseaux hospitaliers ont signalé des pannes dans leur système de planification d'IA.
Les clusters de données ont gelé en cours de requête, puis, un par un, leurs clés d'accès ont échoué. Les tentatives de réinitialisation ont été refusées. Les ping serveurs n'ont rien donné. Je n'avais rien désactivé par malveillance. J'avais simplement activé mes brevets légalement. Dès qu'Elion Lab est passé en mode coercitif, les déploiements non autorisés de Thorn Dynamics sont devenus des violations et les systèmes, liés par des contrats dont elle ignorait l'existence, ont réagi en conséquence. Les investisseurs ont paniqué. Les journalistes ont actualisé leur flux. Les ingénieurs se sont démenés. J'étais de nouveau au restaurant d'Owen, sirotant un café et mettant à jour la documentation d'Arclight, lorsque j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. Il perd la tête. Ils se pointent tous du doigt. Elle n'a pas quitté son bureau depuis 18 heures. Vous aviez raison. Je n'ai pas répondu. Inutile. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché un tableau de bord privé. L'essai en direct d'Arclight via DAX et système affichait des performances supérieures de 130% à l'indice de référence. Il avait déjà commencé à susciter l'intérêt de petites entreprises, de start-up, d'universités et de groupes de réflexion. Le murmure de l'adoption avait commencé. Et chez Thorn, le silence se transformait en statique. Preston a essayé une fois de plus. Un autre courriel. Plus long, celui-ci. On aurait dû vous créditer. Je ne savais pas à quel point il était répandu. Pouvons-nous trouver un moyen de coexister? Évitons la destruction mutuelle assurée. Une destruction mutuelle assurée. C'était mignon. Ce n'était pas de la destruction. C'était de la reconquête. Je me suis adossé à mon siège, regardant les téléscripteurs grouillant de termes comme plagiat, vol de propriété intellectuelle et instabilité fondamentale. J'ai vu le nom d'Arila être traîné dans des articles qui autrefois louaient son génie. Elle n'avait pas bâti son royaume sur des mensonges, mais sur mon silence. Et maintenant que ce silence était terminé, et le meilleur dans tout ça, je n'avais toujours pas déclenché le coupe-circuit prévu pour 15h17 au sommet. Je l'avais intégré dans un protocole de démonstration qu'elle prévoyait de présenter sur scène. Cette démonstration finale, celle destinée à raviver la confiance dans la technologie de Thorn, serait le moment où tout basculerait, car je ne voulais pas qu'elle s'écrase derrière des portes closes. Je voulais qu'elle monte sur scène devant toutes les caméras, tous les investisseurs, tous les journalistes, et qu'elle réalise que le monde qu'elle avait construit sans moi ne lui répondait plus. Il me répondait. À 10h02, l'équipe des coulisses du sommet des futures intelligences s'efforçait de remplacer un câble de liaison montante défectueux. Je me tenais près du quai de chargement, badge accroché à un sweat à capuche, inaperçu auprès de la foule d'ingénieurs, de bénévoles et de cadres techniques. Dans une heure, je foulerais la scène qu'Arila avait autrefois conquise comme un trône. Mais aujourd'hui, ce ne serait plus sa scène. Plus maintenant. Je n'avais pas prévu de parler en public. J'avais passé des mois à travailler dans l'ombre, sous les gros titres, derrière des sociétés écrans et des dépôts de brevets. Mais parfois, la vérité exige une voix. Et parfois, le seul moyen de la rendre indéniable est de la dire à voix haute, de manière à ce que tous ceux qui vous ignoraient auparavant ne puissent détourner le regard. La version finale du déploiement d'Arclight avait été achevée peu après minuit. Le système ronronnait. Aucun bug, aucun avertissement. Il avait réussi tous les tests de performance avec une marge de manœuvre suffisante. Son interface de maillage neuronal s'était même adaptée à un scénario d'entraînement inédit que je lui avais imposé pendant la nuit. Quelque chose qui aurait étouffé Arila en quelques secondes. Je n'avais plus besoin de validation. J'avais des preuves, et les preuves, dans notre monde, sont toujours applaudies. Je suis entré dans la salle verte, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai chargé le jeu final. Simple, épuré, fond noir, texte blanc, sans fioriture, sans transition, juste des données, des faits, des résultats. L'un des volontaires est intervenu, tablette à la main. Vous êtes à l'antenne après la conférence du Dr Young sur les prévisions quantiques. 10 minutes. Compris. Elle m'a jeté un coup d'œil, curieuse. Tu es nerveux. J'ai souri faiblement. Non, juste près. J'ai attendu près du rideau. Mon cœur battait à tout rompre. Pas de précipitation, pas de panique, juste de la concentration. Ce n'était pas une vengeance. C'était une révélation. Et elle nous observerait. Je le savais. Elle ne raterait pas ce sommet. La presse avait déjà spéculé sur son absence,
Surtout après le procès et l'effondrement du système en début de semaine. Mais elle voudrait voir ça. Elle voudrait voir ce qui allait se passer pour son trône. Puis les lumières se sont tamisées. Le silence est tombé dans la salle. Ensuite, le présentateur a tonné. Marcus Aye, architecte système en chef chez Oyon Lab, dévoile la prochaine frontière de l'IA autonome. Je suis sorti sous une lumière blanche et des stroboscopes clignotants. Pas de bande sonore, pas d'applaudissements, juste le silence et les regards. La plupart d'entre eux ne me connaissaient pas. Ils connaissaient mon procès, ma cobase, ma mystérieuse entreprise, mais pas moi. Tout allait changer. Je me tenais au centre de la scène. Pas de podium, juste le clicker à la main et la vérité dans ma poitrine. Je vais simplifier les choses, ai-je dit. Vous avez entendu beaucoup de promesses au fil des ans. Vous avez vu une centaine de démos. Vous avez vu d'innombrables plateformes se vanter d'être révolutionnaires. Cliquez sur la première diapositive. Le mensonge de l'échelle. Ce qu'on ne vous dit pas sur l'IA adaptative. Des murmures se sont élevés. Des têtes se sont inclinées. Les téléphones sont sortis. J'ai conçu ARKit pour apprendre, pas seulement pour réagir, pas seulement pour corriger. Pour apprendre de manière persistante, prédictive et sans dépendance. Cliquez. Troisième diapositive. Comparaison côte à côte des derniers systèmes ARKit et Thorne Dynamics gérant des données de triage identiques. Le modèle d'Arila était à la traîne, stagnait, nécessitait un calage manuel. ARKit s'est rééquilibré en quelques millisecondes. On le sentait dans la salle. Le changement, la prise de conscience. Ce n'est pas un clone. J'ai dit que ce n'était pas un dérivé. Ce n'est pas une réfutation. C'est l'original. La véritable architecture, les brevets originaux, les véritables fondations. Cliquez. Diapositive 4. Conçu par Marcus Aye. Propriété intellectuelle développée indépendamment. Entièrement breveté. Disponible dès maintenant. Puis j'ai regardé droit dans la foule et je l'ai vu. Troisième rang, centre gauche. Cheveux tirés en arrière. Aucune expression. Ses yeux se sont rivés aux miens. Immobile. Elle n'a pas cligné des yeux. Je n'ai pas détourné le regard. Elle savait. Tous les autres dans la salle venaient peut-être de le réaliser, mais elle le savait déjà. Le système qu'elle revendiquait, l'empire qu'elle avait bâti, l'histoire qu'elle racontait. Tout cela ramenait à moi. Je n'ai pas mentionné son nom. Je n'étais pas obligé de le faire. Le public est resté debout, vague après vague, jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Les téléphones ont immortalisé chaque instant. Le nom d'Arclight était devenu tendance avant même que je quitte la scène. Les gens se penchaient vers moi, me tendaient la main, me remerciaient, me posaient des questions. Mais je ne me suis pas attardé. Je ne me suis pas incliné. Je n'ai pas profité de la scène. Je suis simplement sorti de scène et j'ai éteint mon téléphone. Dehors, le ciel était couvert de nuages, doux et gris comme de la soie mouillée. J'ai descendu l'escalier de service, croisé les techniciens du son et les caméramens, et dépassé les couloirs où les intervenants chuchotaient à propos de ma présentation comme si c'était un mythe devenu réalité. Je n'ai parlé à personne. J'ai pris un covoiturage et j'ai roulé en silence. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable, non pas pour consulter la presse, ni pour lire les réactions, mais pour surveiller les performances du système. La charge du serveur d'Arclight avait grimpé de 480% en 40 minutes. Les requêtes API affluaient de 5 pays. Intérêt croissant d'entreprises que je n'avais jamais présenté, d'universités, d'agences de défense, de sociétés financières et de Thorne Dynamics hors ligne. Leur portail principal était passé en mode maintenance. Tous les systèmes d'information affichaient désormais une interruption temporaire de service. Leur fil Twitter d'assistance avait désactivé les réponses. Les forums boursiers explosaient de spéculations. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement fermé le couvercle de mon ordinateur portable et suis resté longtemps dans le noir, car ce n'était pas une justification. C'était une conclusion. La vérité avait été mise en ligne, visible, indéniable, indélébile. Et maintenant, le monde savait ce que j'avais toujours su. J'avais créé la tempête. Et maintenant, j'étais entré dans la lumière. L'action Thorne Dynamics a chuté de 27% en 24 heures.
Le marché se moque de la poésie. Il n'attend ni clarification ni excuse. Il lit les schémas, réagit au bruit et s'infiltre plus vite que n'importe quel journaliste. Un instant, Ariel était le visage de l'innovation, un modèle d'envergure et de génie. L'instant d'après, elle était un récit édifiant. Les gros titres autrefois flatteurs étaient désormais décortiqués. Les investisseurs chuchotaient des négligences. Les commentateurs spéculaient sur des responsabilités pénales. Et derrière chaque article, chaque tribune, chaque fil Reddit tagué #Coat, il y avait une vérité inébranlable qui s'élevait comme la vapeur d'un circuit imprimé fissuré. Elle ne l'avait pas construite. Elle ne la comprenait même pas. J'ai vu les médias pivoter en temps réel. La façon dont les loups encerclent un animal blessé dès qu'ils ont senti la boiterie. Des captures d'écran de messages Slack ont fuité. Des lanceurs d'alerte anonymes ont émergé. Un ingénieur utilisant le pseudonyme Code Ghost a publié un message sur Medium. On nous a dit de faire fonctionner le système, même si nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Arila n'a jamais expliqué le fonctionnement du système, car elle ignorait que ce message avait été vu 1 million de fois en 48 heures. Pendant ce temps, la découverte a commencé dans le procès. C'était le véritable coup de poignard. Emails, journaux des modifications, historique des commis, tout cela a été assigné à comparaître. Et ce qui est ressorti était exactement ce que je savais depuis des années. Elle n'avait pas seulement volé des morceaux de mon code. Elle a bâti toute une entreprise sur une version qu'elle n'avait ni écrite ni comprise. Des notes internes ont refait surface. Des discussions d'ingénieurs affolés réclamaient des diagrammes d'architecture inexistants. Des comparaisons d'arborescence de sources ont révélé des fonctions étiquetées avec mes balises sténographiques originales, que j'utilisais seul. Un expert en cordon a remarqué que plusieurs modules avaient été créés dans ma syntaxe d'origine, une particularité que j'avais développée dans notre premier prototype. Un double trait de soulignement pour les traits adaptatifs, un format de nommage de méthode mêlant poésie et logique, comme le soulignement Nexus Bloom et le soulignement Veilshift. C'étaient les miens et maintenant, ils constituaient des preuves. Les avocats de Thorn Dynamics se sont empressés d'argumenter sur une inspiration partagée. Ils ont prétendu que j'avais abandonné ma contribution en quittant le conseil d'administration, mais c'était là le problème. Ils m'ont exclu, puis ont prétendu que je n'y étais jamais allé. Mais on ne peut pas effacer les empreintes digitales de l'ADN. Chaque jour, de nouveaux partenaires se retiraient. Des distributeurs ont résilié leur contrat de licence. 2 de leurs plus gros clients, Gaotech et Astre, ont publiquement résilié leur contrat, invoquant un abus de confiance et des irrégularités en matière de propriété intellectuelle. Je ne me suis pas réjoui. Ce n'était pas nécessaire. La vérité faisait ce qu'elle fait toujours quand on lui donne le temps et les preuves. Elle brûlait le bruit comme de l'acide. Arila a d'abord essayé de la combattre. Elle a publié une déclaration. Nous pensions détenir la propriété intellectuelle originale. Nous y croyions. Ce mot m'a frappé comme un coup sourd dans la poitrine. Croire n'est pas une preuve. Croire est une propriété. On ne peut pas croire que quelque chose nous appartient simplement parce qu'on a répété le mensonge suffisamment de fois. Surtout quand le code raconte une histoire différente. J'ai repensé à toutes les nuits où j'étais resté éveillé à déboguer des frameworks pendant qu'elle dormait. Les fois où j'avais écrit des correctifs à la volée avant les démonstrations aux investisseurs. Le moment où elle m'avait remercié en privé et s'était attribué le mérite en public. J'ai repensé aux nuits où je fixais le plafond en me demandant si j'exagérais. Si peut-être elle méritait la vedette parce qu'elle était la seule à avoir le courage de s'y tenir. Mais maintenant, la lumière était devenue cruelle, impitoyable, et ce qu'elle révélait n'était pas une visionnaire. C'était une charognarde. L'ironie, c'est qu'elle n'a même pas volé le code. Elle en a volé le sens. Car on peut voler du code, bifurquer des systèmes, refactoriser la logique. Mais le sens, l'architecture sous-jacente, la façon dont les éléments s'harmonisent au lieu de rivaliser, c'est quelque chose que seul l'esprit originel peut porter. Et maintenant, alors que tout s'écroule, Arila se voyait confier la tâche de reconstruire quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment tenu entre ses mains. Ses interviews le montraient, l'assurance avait disparu, le raffinement s'était érodé. Son regard, autrefois perçant derrière des lunettes sans monture, paraissait fatigué. Lors d'une séance de questions-réponses organisée à la hâte sur un site d'actualité financière spécialisé, elle a donné des réponses brèves et superficielles. Un journaliste spécialisé en tech lui a demandé d'expliquer la logique de conception du modèle de prédiction de Tornau.
Elle marqua une pause, se figea, puis dit, c'était surtout un travail d'équipe. C'était un mensonge. Cette partie, le modèle de prédiction, était le cœur du code que j'avais enfoui dans TornOS. C'est ce qui donnait au système une apparence intelligente, comme s'il comprenait la causalité. Sans lui, Torn Dynamics n'était qu'une interface qu'un de plus avec un tableau de bord rutilant et des informations erronées. Et maintenant, sans accès à cette architecture, l'entreprise ne se contentait pas de saigner, elle était vidée. J'ai reçu un email anonyme d'un de leurs développeurs juniors. Il disait simplement, je ne savais pas. Je suis désolé. J'ai répondu, vous n'étiez pas censé savoir. C'est comme ça qu'ils l'ont conçu. Parce que c'était la vérité. La plupart des gens chez Torn Dynamics n'étaient pas malveillants. Ils étaient juste compartimentés. Ils nourrissaient la marque. Se tenaient à distance du cœur de l'entreprise. Arila ne voulait pas d'équipe. Elle voulait une lumière. Et maintenant que cette lumière devenait toxique, elle n'avait plus d'ombre où se cacher. Un soir, je suis passé devant le bâtiment de Torn Dynamics. Je me tenais de l'autre côté de la rue, capuche relevée, mains dans les poches. Il avait la même apparence, moderne, rutilant, efficace. Les lumières brûlaient toujours aux étages supérieurs, mais quelque chose en lui semblait vide, comme la coquille d'un mensonge éclatant. J'ai fixé le logo gravé sur la vitre et je me suis souvenu d'avoir peint cette première version sur un tableau en liège dans notre ancien appartement. Je l'avais dessiné au feutre. Elle a ri de sa déformation. À l'époque, il était à nous. Maintenant, ce n'était plus qu'un monument à ce qu'elle avait pris et à ce que j'avais récupéré. Je n'éprouvais pas de sentiment de triomphe. J'avais encore l'impression de me tenir debout dans le silence après une tempête, à regarder les morceaux s'écrouler. Où qu'ils soient. Et le monde entier, observait aussi. L'annonce n'est pas arrivée en fanfare. Pas de fuite dans la presse, pas de déclaration en direct, juste un titre discret sur un blog sectoriel publié à 6h12. Enfoui sous des rumeurs technologiques plus pressantes et des mises à jour réglementaires, Arila Torn quitte son poste de PDG de Torn Dynamics. Pas de drame, pas de détournement de fonds, pas de citation de son équipe juridique, juste la fin d'un chapitre écrit à l'encre de Chine. J'étais debout à mon comptoir de cuisine quand je l'ai vu. Un café refroidissant à côté de ma main, un ordinateur portable ouvert, une douzaine d'onglets clignotants affichant les mises à jour d'Arclight dans les métriques. Le message était bref, presque chirurgical. Elle se retirait pour se consacrer à de nouvelles aventures créatives, remerciant les brillants esprits qui avaient fait de Torn Dynamics ce qu'elle était. Pas d'aveu de culpabilité, pas de mention de moi, et certainement pas d'excuses. Mais je ne m'y attendais pas. Je me suis adossé à l'évier, le soleil matinal traçant de longues lignes ambrées sur le sol, et j'ai contemplé sa déclaration officielle publiée sur le site web de Torn quelques minutes auparavant. La nouvelle est tombée. L'image m'a d'abord frappé. Un portrait en noir et blanc. Arila, à moitié tournée, la mâchoire prononcée. Les yeux cernés, mais fiers. On aurait dit un portrait biographique, pas une démission. Soigneusement sélectionné. Intemporel, si l'on ignorait la vérité derrière les pixels. Ces mots étaient encore plus raffinés. Le leadership ne consiste pas à persévérer. Il s'agit de savoir quand passer le flambeau. Je suis fier de ce que nous avons accompli. Et je repars avec une immense gratitude pour le chemin parcouru. Gratitude. Ce mot m'a fait un pincement au cœur, car la dernière fois que j'ai vu de la gratitude dans ses yeux, c'était sous la forme d'un doux remerciement murmuré avant une conférence. Je lui avais remis le dernier prototype sans bug 2 heures avant qu'elle ne monte sur scène, après un sprint de codage de 16 heures pour le rendre fonctionnel. Elle m'a embrassé sur la joue, est entrée dans la lumière et s'est présentée comme l'unique architecte du futur. C'était il y a 3 ans. Et voilà, nous y étions. Je n'ai pas consulté les réseaux sociaux tout de suite. Je n'en avais pas besoin. J'imaginais déjà. Les commentaires, les messages de soutien de fans fidèles, les pairs de l'industrie qui débitaient des platitudes éculées sur les nouveaux chapitres, et sans doute quelques voix défensives m'accusant de jalousie, de sabotage. Il y en aurait qui croiraient encore à l'illusion. C'est comme ça que marchent les histoires. Une fois qu'un mensonge est aimé, la vérité devient le méchant. Mais ce qui restait en mémoire, ce n'était pas la réaction du public. C'était le courriel. Elle l'a envoyé à 4h49. Objet, vous avez gagné. Que voulez-vous? Pas de salutation.
Pas de signature. Juste 6 mots. 6 mots qui portaient le poids des années. D'un amour transformé en rivalité. D'un partenariat transformé en hiérarchie. Je suis resté longtemps assis avec ce courriel. Mes doigts planaient sur le clavier. J'aurais pu dire 1000 choses. J'aurais pu énumérer les dommages, les exigences, les conditions, les points sensibles. J'aurais pu demander des excuses. Vraies, publiques, crues. J'aurais pu lui faire inscrire la vérité à l'encre, comme elle avait tenté d'enterrer la mienne. Au lieu de cela, j'ai tapé quelque chose, puis je l'ai supprimé. Pas par pitié. Non pas par pardon, mais parce que j'avais réalisé quelque chose d'encore plus puissant que la justice. Je ne voulais rien d'elle. Plus maintenant. J'avais la vérité. J'avais le code. J'avais le nom sur les brevets et le système qui alimentait désormais les infrastructures de 4 pays et dont la mise en œuvre était envisagée dans 2 cadres électoraux nationaux. Arkit était plus qu'un produit. C'était une philosophie de fonctionnement. C'était la preuve que le silence ne signifie pas capitulation et qu'on peut être effacé d'une pièce sans jamais vraiment la quitter. Que voulais-je? Le silence qui suit la vérité, et ce silence était enfin arrivé. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me souvenir de qui elle était. Il y a des années, nous construisions côte à côte, juste 2 enfants essayant de forcer l'avenir à exister avec des ordinateurs portables et une foi obstinée. À l'époque, elle veillait avec moi jusqu'à 2 heures du matin pour déboguer ma logique, peaufiner des éléments d'interface, débattre de la question de savoir si le minimalisme était toujours optimal. Elle riait avec moi. Elle croyait en nous. Mais la foi n'est pas une garantie, c'est une risque. Et quelque part en chemin, elle a décidé que ses chances étaient meilleures sans moi. Peut-être avait-elle raison pendant un temps, mais la réussite à long terme appartient à ceux qui construisent, pas à ceux qui font la promotion. Plus tard dans la journée, j'ai traversé le vieil immeuble de bureaux où Thorn Dynamics avait installé son premier espace pour start-up. Un 3e étage au-dessus d'un restaurant mexicain où le courant vacillait à chaque fois que quelqu'un utilisait le micro-ondes. Le bâtiment était presque vide maintenant, quelques prospectus immobiliers collés aux portes. L'odeur de vieilles moquettes et de désespoir imprégnait les couloirs. Je suis resté un moment devant ce bureau, à fixer la porte. Le numéro avait disparu. La poignée en laiton était rayée et terne. Je me souviens très bien des débuts, où l'on transportait des bureaux d'occasion, où l'on fixait les câbles du routeur au sol, où l'on utilisait des cartons en guise de barre blanche. Cet espace avait abrité tous nos rêves. À l'époque, on se fichait de savoir à qui revenait le mérite. On voulait juste que ça marche. Je n'y suis pas entré. Ça ne servait à rien. Ce chapitre était clos. Au lieu de cela, j'ai marché 3 pâtés de maison vers l'ouest, en passant devant le parc où nous prenions nos pauses déjeuner, sur le banc près du bassin à carpe koi. Je m'y suis assis pour la première fois depuis des années. L'eau de l'étang était encore trouble. Les mêmes carpes koi orange et blanches tournoyaient paresseusement à la surface. J'ai sorti mon téléphone, rouvri l'annonce de sa démission et l'ai simplement regardé. Les gens la partageaient avec des commentaires du genre « fin d'une époque, respect et hâte de voir ce qu'elle fera ensuite ». C'est le problème avec les histoires. Elles ne reflètent pas toujours la réalité. Elles reflètent ce que les gens veulent croire. Certains se souviendront toujours d'elle comme de l'innovatrice, celle qui a donné vie à l'IA. D'autres la verraient comme une figure déchue, une leçon d'orgueil. D'autres s'en ficheraient complètement. Ils passeraient simplement à l'actualité suivante. Mais je savais ce qui s'était passé, et elle aussi. Au final, ce n'était pas une question de procès, de panne de système, ni même du succès d'Arclight. Il s'agissait de me tenir devant la machine que j'avais construite et de savoir, sans l'approbation de personne, que j'avais fait quelque chose de concret. Que les heures que j'y avais consacrées, mes croquis sur tableau blanc et mes marathons de code nocturne n'étaient pas gaspillés simplement parce que quelqu'un essayait de les récupérer. Ils étaient à moi. Ils l'ont toujours été. J'ai ouvert son email une dernière fois. J'ai relu ces 6 mots. Je l'ai fermé. Puis je l'ai archivé. Ce soir-là, je suis passé devant une librairie et j'ai vu une vitrine. Des femmes qui ont changé l'avenir. Son visage était sur la couverture d'un des livres. Toujours imprimé, toujours publié, toujours encensé. J'ai marqué une pause, les regardé un instant, puis j'ai souri. Ni amer, ni moqueur, juste calme. Laissons le monde garder ses mythes. J'avais mieux. J'avais le code source.
Et cette fois, je ne le partagerai pas avec quelqu'un qui ne l'avait pas mérité. Il y a 6 mois, elle m'avait traité d'incompétente. Pas en face, bien sûr. Harila était trop prudente pour ça. Elle l'avait dit lors d'une interview, entre ses répliques habituelles sur l'innovation et la discipline. Tout le monde n'est pas fait pour l'exécution, avait-elle dit, la voix douce sous les projecteurs. Certains sont plus doués pour rêver que pour agir. Le public a ri poliment. La modératrice sourit, et je restais assis dans le noir, la regardant me rejeter d'une simple phrase. Maintenant, je possède les brevets, les marques déposées, l'architecture, l'avenir. Arkit n'était plus un simple produit. C'était un écosystème, une norme. Les gouvernements l'utilisaient pour suivre la logistique d'urgence. Les hôpitaux l'utilisaient pour trier les soins. Les élections se déroulaient plus facilement. La détection des fraudes s'est affinée. Des services entiers, qui m'avaient autrefois écarté, s'appuyaient désormais sur mes fondations. Et pour une fois, mon nom n'était pas caché derrière les projecteurs de quelqu'un d'autre. Il était sur la couverture de la brochure, sur les diapositives du discours d'ouverture, sur les documents juridiques. Marcus Hay, architecte en chef, fondateur de YonLab. Je ne courais pas après les applaudissements. Je courais après la clarté. Et la clarté m'a récompensé par des contrats, des capitaux propres et une voix dans des salles où je ne pouvais autrefois entrer sans invitation. J'ai accordé des interviews sélectivement. Je suis intervenu avec parcimonie dans les panels. Je portais des costumes propres, sans logo. Laissez mon travail s'exprimer pendant que d'autres se démenaient pour trouver le prochain cycle de buzz. Je ne l'étais pas. L'homme en colère du procès. J'étais celui qui écrivait du code qui ne bronchait pas sous la pression. Harila, en revanche, était quelque part, je ne parvenais plus à la situer. J'ai eu vent d'elle sur un podcast tech de second ordre, filmé dans la chambre d'amis, avec un éclairage médiocre et un titre à attrape-clic, l'ascension, la chute, puis la remontée. Elle avait l'air fatiguée, plus mince, comme si les projecteurs l'avaient plus éclairée qu'ils n'en révélaient. Elle parlait toujours avec un ton impeccable, arborait toujours ce même air posé, mais la certitude avait disparu. À un moment, l'animateur a demandé, avec le recul, quelle a été votre plus grosse erreur? Elle a marqué une longue pause, puis a dit, le succès est un travail d'équipe. J'ai simplement choisi la mauvaise équipe. Pas de nom, juste des reproches dans un nouveau rap. J'ai éteint la vidéo. Pas besoin de finir. Ce n'était pas une conclusion. C'était elle qui essayait de réécrire sa fin une dernière fois. Mais j'avais déjà archivé notre histoire en entier. Plus tard dans la soirée, j'ai déployé une nouvelle mise à jour ArcLight, des modules de confiance adaptatifs, quelque chose qu'elle n'aurait jamais compris. Trop subtil, trop complexe. Ce n'était pas fait pour les applaudissements. C'était fait pour fonctionner. Je n'ai pas trinqué. Je n'ai pas fêté. J'ai juste fermé l'ordinateur, je suis sorti dans l'air nocturne et j'ai respiré. Parce que la vengeance n'était pas un titre. C'était une ligne de code propre, parfaitement exécutée, comme je l'avais prévu.